Merci. Il y a deux points dont j'aimerais parler un tout petit peu plus en détail. Tout d'abord, ce point dont vous venez de parler, des régionalismes, de l'intégration régionale et du processus de démocratisation. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, à savoir les expériences d'intégration régionale ont besoin d'avoir une base sociale. En 1860, mon pays s'est désintégré et ce n'est que par après qu'on a réfléchi à être, on s'est dit, on est américain, et après, du Maryland, du Texas et autres. Et l'Union européenne a été politique et politisée, mais pas de manière positive. Et donc, y a-t-il un risque de manière à avoir un support politique plus large? Et comment obtenir cet équilibre me semble difficile. Et puis, l'autre point qui est revenu sans cesse, à savoir l'intégration régionale et la mondialisation. Et je pense que la vitesse, l'ampleur des changements est telle que les gouvernements, que ce soit américains, allemands, Bruxelles, puissent garder le contrôle de la destinée. Il y a des forces extrêmement fortes qui nous poussent. Est-ce qu'on a besoin de davantage de réglementation? Un système qui puisse éviter qu'il y ait un retour de pendule. Et pouvez-nous peut-être, Madame la vice-ministre, également donner un peu la vision de la Chine, de si elle est prête ou comment elle serait prête à contribuer financièrement parlant à la situation actuelle en Europe? Sur la démocratisation, c'est venu plusieurs fois et nous en avons plusieurs qui ont parlé de cela. Je pense que l'Union européenne, etc., ce qu'il faut vraiment faire, c'est savoir quels sont les arrangements institutionnels que nous possédons. Je suis un grand soutien, fervent soutien d'une démocratisation accrue. Mais si vous avez des élections directes pour le Conseil, pour la Commission, aucun petit pays ne sera jamais élu et représentant d'un petit pays. Donc, cela aurait comme conséquence la perte des petits membres. C'est certainement un mauvais développement, parce que les grands sauront faire ce qu'il s'imposerait de faire. Et c'était en fait l'un des succès de l'Union européenne. Les petits pays se sentaient confortables en présence de l'Allemagne et de la France. Et si nous souhaitons intégrer un degré de démocratisation accru, alors il nous faut certainement une sorte de système de prorata, ce qui veut dire également une sorte de deux chambres. Ce serait certainement meilleur que les conditions actuelles. J'ai été un membre du Parlement, un Estonien, c'est 16 Allemands. C'est grosso modo la relation, le nombre de membres du Parlement par rapport au nombre de votes dont ils ont besoin pour se faire élire. Mais la proportionnalité, ça serait un demi-estonien. Donc, on a besoin d'une solution institutionnelle avant de pouvoir continuer sur la voie de la démocratisation accrue. Et je crois que c'est ce que les États-Unis d'Amérique ont fait. Sur ce point,
Je crois qu'il doit toujours y avoir un équilibre entre les États-nations et les petits États. Mais je suis un tout petit peu en désaccord. J'aimerais souligner que si vous avez davantage de démocratie européenne et si les partis politiques sont plus trans-européennes, alors un sociodémocrate ou un chrétien-démocrate d'un petit pays, mais qui a une grande position en Europe, peut très bien être élu. Parce que dans ce type d'Europe, on ne vote pas pour un Estonien, un Portugais ou autre, mais quelqu'un qui représente au mieux leurs propres aspirations. Je crois qu'on est encore loin, très loin de ce développement, mais on peut déjà réfléchir. Aux États-Unis, le président Clinton était du Arkansas, un des petits États, mais il était le leader du Parti démocratique. Il l'est devenu. Donc, je pense qu'il ne faut pas oublier le leadership politique et je pense que tout le monde peut prendre le leadership dans un contexte pan-européen. Oui, mais les nouveaux pays membres sont encore sous-représentés dans les positions importantes au sein de la Commission et c'est les anciens pays membres qui sont plus intelligents pour être mieux représentés. Mais vous avez raison, vous avez raison. Ça fait 7 ans, presque 8 ans depuis l'élargissement et lorsque vous regardez la distribution des représentants des différents pays au niveau des directions générales, il n'y a pratiquement pas de petit pays qui est représenté. C'est ça la vie aussi. Permettez-moi de répondre à la question de la contribution de la Chine. On m'a mal cité récemment, même entre guillemets, que la Chine allait utiliser ses réserves pour sauver l'Europe. Je ne pense pas que j'ai besoin d'expliquer au public de comment on a constitué la réserve, comment elle est gérée et autres, et pourquoi. Mais je dois apporter davantage de clarté sur un point. La discussion, si la Chine ou la BRICS doivent sauver l'Europe, je ne sais, je crois que c'est une mauvaise conception. Si c'est traduit en chinois, c'est comme une aide au développement. Et ce n'est pas de cela qu'on parle. L'Europe a besoin de partenaires. Et dans ce sens, la Chine a été un intervenant très important. Et cela à travers les années. Nous avons contribué 50 millions à l'EMF à Londres et nous avons beaucoup investi en Europe. Durant ces dernières années, notre investissement est plus important et sa croissance, malgré les temps qui courent, est plus important qu'à n'importe quelle autre période de l'année. Et nous avons envoyé plus de 30 équipes pour des achats en Europe. Donc, là aussi, l'année prochaine, notre plan est d'augmenter nos importations issues de l'Europe. Ce que nous souhaitons faire, c'est faire partie de l'effort pour stimuler l'économie, augmenter les possibilités de s'en sortir de l'Europe et faire partie de cet effort. Mais nous avons 120 millions de personnes qui vivent et survivent avec $1 par jour. Donc nous ne pouvons pas venir à la rescousse d'autres. Mais ça ne veut pas non plus que nous nous retirons de cet effort global. Comme Sa Sainteté l'a dit, nous sommes tous interdépendants.
Et j'aimerais également vous parler de ce déséquilibre. Je suis d'accord pour vous dire que le monde doit être en équilibre. Nous avons notre consommation domestique que nous avons d'ailleurs pu augmenter. Mais ne nous méprenons pas sur deux points. Les difficultés d'un certain nombre de pays ne sont pas dues au fait que la Chine ne consomme pas plus. Par exemple, le iPhone est produit en Chine et 6 $ restent en Chine. Et ces 6 $ sont probablement passés à d'autres. Si vous pouviez l'avoir dépensé en type de consommation, ce n'est pas à la Chine d'aider les pays qui ont commis des erreurs en dépensant trop doivent revenir sur le bon chemin. Ce n'est pas la Chine qui doit être encouragée à trop dépenser. Je crois que la Chine doit garder son consommation en son sein et il est, je pense, très important qu'on continue cette courbe montante. Et je crois qu'il s'agit là de deux choses tout à fait différentes. Il ne faut pas les mélanger. Votre sainteté? Oui, j'aimerais rajouter 2-3 points. Il a été dit qu'il ne faut pas miner les petits pays, que l'Europe a besoin de partenaires, etc., etc. J'ai observé que nous avons un certain nombre d'organisations mondiales qui portent dans leur titre le mot « monde », mais ne s'étendent pas à tous les partenaires. Nous avons les Nations Unies, mais pas toutes les nations en font partie. Nous avons la Banque mondiale, mais pas tous les pays ne sont membres de la Banque mondiale. Le Forum économique mondial, auquel j'ai participé 2 fois, bien entendu, pas tous les pays n'y participent. Nous, les chrétiens, avons formé en 1948 formé le Conseil mondial des Églises, malgré son nom, Conseil mondial. L'Église catholique n'en fait pas partie. Donc je pense que nous devons revoir la nécessité d'être beaucoup plus inclusif dans notre approche et d'avoir une participation et une contribution de la part de les autres pays, car chacun a une contribution à apporter et également doit pouvoir aider à former une société universelle qui sera basée sur les principes universels. Si cette nouvelle société mondiale est basée sur les valeurs acceptées, alors nous pouvons être optimistes pour un avenir meilleur. Merci.